Voilà, donc en fait, cette session est consacrée aux conclusions du rapport robotique. L'Académie nationale de chirurgie a décidé l'an dernier de faire un rapport annuel sur un sujet particulier. Donc aujourd'hui, c'est la sortie du premier rapport qui est ici. Nous avons tiré une quinzaine d'exemplaires, mais en réalité, il est accessible par tous, il va être accessible par tous en numérique. Je voudrais, je vois Xavier Martin, juste avant de lui passer la parole, remercier la totalité des auteurs, parce que c'est quand même un travail, dans les différentes spécialités qui ont travaillé à ce rapport. Et Xavier, je te passe la parole. C'est bon. Oui. Je peux commencer? Oui. Vous pouvez pas le mettre plein écran? Si. Est-ce que vous pouvez pas mettre la première diapositive? Ah, partagez alors. Voilà, c'est parfait pour nous, Xavier, tu peux y aller. Bien, bonjour à tous. Je suis navré de ne pas être parmi vous, mais j'étais vraiment retenu pour des raisons familiales. Aujourd'hui, je vais vous présenter la robotisation en chirurgie. Alors, diapositive. Montez le son, s'il vous plaît. J'essaye. Voilà, donc il s'agit du premier rapport qu'on a organisé. Demandez-lui si lui peut le montrer. L'Académie nationale. Monsieur Martin, est-ce que vous pouvez monter votre son un peu? Ah, on peut pas monter son écran. Je vais prendre un peu. Oui, d'accord. Allez-y, faites un essai. Oui, voilà, donc le rapport, attendez, Oui. Allez-y. bien. Donc pourquoi est-ce que nous avons voulu à l'Académie faire un rapport? Eh bien, c'est pour essayer de se rendre plus visible en augmentant notre production scientifique. Le rapport a pour vocation de mettre en valeur un sujet qui intéresse le métier de chirurgien et surtout qui apporte une vision transversale. Car on se rend Vous voulez compte couper que celui-là, finalement, comprendre celui-là? c'est une sorte Non, mais si vous le coupez. d'essentialisation. Si vous coupez complètement celui-là, attends une seconde, si vous coupez complètement ce micro. Mais en fait, j'essaie de. Normalement, il passe par le truc, là, le haut-parleur du. Mais là, il passe pas. Là. C'est le haut-parleur de l'ordinateur, ça marche. Là, j'essaie de le placer par le haut-parleur du. Et ceux-là, ils passent par où? Celui-là, il passe par la régie. Et si vous coupez le vôtre et que je mets celui-là, Ça sera pareil. ça sera pareil. Essayez, monsieur Martin, de parler. Oui, excusez, je suis vraiment. Non, c'est pas de votre faute, c'est. Tant de difficultés. Volume d'entrée. Volume, augmente le volume. Il est au maximum. Déjà, si l'entrée est meilleure, il y aura peut-être une meilleure sortie. C'est C'est logique. Parlez, monsieur Martin, s'il vous plaît. Voilà. Donc, j'ai voulu, lorsque j'étais président en 2019, augmenter encore la production scientifique de l'Académie en suscitant la rédaction d'un rapport. Alors, ce rapport doit, bien sûr, mettre de l'importance sur un sujet qui intéresse un métier de chirurgien et il a vocation à être transversale car on sait bien que les idées transversales ont vocation à être potentialisées et qui n'a pas dans sa trousse d'outils chirurgicaux un instrument qui provient d'une autre spécialité et je pense que c'est très bien de pouvoir mélanger un peu nos idées de façon interdisciplinaire. Cette synthèse, ce rapport est un rapport de synthèse sur la chirurgie robotique. Il a vocation à être
c'est important que l'Académie ait un document à pouvoir présenter. Le choix du sujet a été fait par le conseil d'administration. Je pense que c'est très important de lui donner la parole, et chaque année, et cette année encore, il a choisi un sujet sur l'enseignement de la chirurgie. Diapositive. Alors pourquoi on a choisi la robotique? Bien, la robotique, elle est dans tous les domaines de notre vie, et les qui commandent la robotique dans tous les domaines de notre vie, que ce soit la vie courante, que ce soit en médecine, que ce soit dans nos voitures, sont de plus en plus sophistiqués. Donc l'apparition de ces dispositifs dans le domaine de la santé nous a apparu comme un sujet tout à fait chaud et tout à fait digne de cet intérêt. Dans son application en santé, la robotique a complètement bousculé tout notre métier. D'une part parce que les actes qui sont effectués avec ces appareils qu'on appelle des robots, dont Mme Trocaz nous définira plus exactement de quoi il s'agit, et bien tous ces actes ne sont pas faits obligatoirement par des chirurgiens. On vit aussi une époque où les concepts de nos pathologies sont en train de changer. On va en parler dans quelques secondes. Et il faut aussi dire que l'utilisation de ces outils modifie profondément notre organisation de soins. On en reparlera et c'est Jean-Claude Couffinat qui traitera en particulier ce sujet. Diapositive. Alors, le contexte dans lequel nous sommes, voici quelques exemples. En chirurgie oncologique, la chirurgie oncologique représente peut-être 40% de l'activité globale chirurgicale. Eh bien, les diagnostics de tumeurs sont faits de plus en plus précocement et il est clair qu'on est passé d'un concept de chirurgie d'exérèse d'organes à un concept de ciblage de tumorectomie et de ciblage d'agents physiques. On est passé de la néphrectomie complète à la néphrectomie partielle dans un premier temps, et on est ensuite vers la tumorectomie, et ensuite on glisse vers le traitement par radiofréquence. Donc on a changé entièrement les concepts de nos pathologies. En chirurgie mammaire, c'est le même principe. On est passé de l'ablation complète du sein aux différentes tumorectomies avec ou sans curage que Richard Millet a déjà pu vous expliquer. Richard, que je remercie aujourd'hui aussi de présider la séance. Diapositive. Alors, la chirurgie mini-invasive s'est en plus greffée dans notre contexte des traitements chirurgicaux. Bien sûr, c'est l'aspiration de tous les chirurgiens que de faire de la chirurgie mini-invasive. C'est bien sûr aussi l'aspiration des malades et également c'est l'aspiration des économistes et de nos directeurs d'hôpitaux avec l'incitation très forte à faire de la médecine ou de la chirurgie ambulatoire pour diminuer les coûts de l'hospitalisation. Alors, l'acte chirurgical, d'une certaine manière, a dû s'adapter aux exigences des outils. Et ce n'est pas le contraire qui s'est passé, mais c'est l'acte qui a dû s'adapter. D'une part, pour nous, il a fallu qu'on soit plus compétents, nous chirurgiens, dans le domaine de la radiologie, ou alors qu'on fasse appel à d'autres médecins imageurs pour faire fonctionner ces dispositifs dont une grande partie repose sur le repérage dans l'espace des tumeurs ou des zones à traiter. On a utilisé de nouveaux agents physiques. Au lieu de faire une tumorectomie, eh bien, on irradie avec du laser, on insère des aiguilles thermiques pour pratiquer la
radiofréquence, et bien sûr la zone de nécrose qui est réalisée n'est pas une zone aussi définie que le bistouri a défini la tumorectomie, mais il y a une zone intermédiaire qui subit un peu de chaleur mais qui n'est pas entièrement nécrosée, et donc on a dû s'adapter à ce contexte pour régler les dispositifs et les programmer pour que l'ensemble de la tumeur puisse être traité. Et puis on a ces 30 dernières années développé les techniques de laparoscopie. Et finalement, cet outil laparoscopie, dans un premier temps, nous a un peu fait régresser finalement, parce qu'on était beaucoup moins habile du fait de l'effet pivot des instruments par rapport à la paroi, du fait de la non-continuité visuelle de l'instrument qu'on peut avoir quand on manie un ciseau ou une pince, du fait de la magnification du champ opératoire. Eh bien, tous ces éléments nous ont rendus peut-être un peu moins habiles, notamment par exemple pour les sutures. Et c'est probablement pour ça que les chirurgiens vasculaires n'ont pas autant profité de la laparoscopie que les autres disciplines, parce que la chirurgie vasculaire nécessitait beaucoup de sutures, et ils sont passés directement, ils ont sauté une étape pour passer directement à la chirurgie endoluminale. Et donc, c'est l'avènement ce qu'on appelle un robot, qui finalement n'est pas vraiment un robot, le robot Da Vinci, puisque en fait il est entièrement asservi, il n'a aucun degré d'autonomie, mais cet outil nous a permis de nous mettre au niveau expert dans la confection de surjets, qui n'était pas vraiment très réalisable seulement par quelques personnes dans le monde pour les interventions qui impliquent de la suture, comme la prostatectomie radicale par exemple, ou la résection de jonction fibulatérale dans notre spécialité positive. Alors, d'autres chirurgies ont été peut-être moins impactées, représentent plus ce qu'on appelle l'art chirurgical, comme la chirurgie plastique et réparatrice, la transplantation également, qui est une forme de chirurgie plastique, où l'interaction directe avec le champ opératoire par l'intermédiaire des instruments et dans un champ opératoire ouvert est encore appliquée. La chirurgie vasculaire, on en a parlé, a finalement sauté une étape et a évolué vers la chirurgie endoluminale. L'urologie, Pierre Moser en parlera tout à l'heure, l'orthopédie, Jérôme Tonetti en parlera également, et je les remercie d'intervenir. Diapositive. Alors les questions que pose la chirurgie robotique, ou quelques-unes des questions, c'est d'une part l'impact de ces matériels qui sont parfois très coûteux sur notre organisation. L'accès aux soins. Tous les patients n'ont pas obligatoirement accès dans telle région à un appareil. La carte sanitaire, éventuellement, pour certains dispositifs. Le fait que ce soit les gros centres, privés ou publics, qui en général disposent de ce matériel, leur répartition géographique, tout ça est un ensemble de données qui ont profondément changé notre organisation par rapport à la chirurgie robotique. Et Jean-Claude Couffinal nous en parlera en fin de séance. Le deuxième point qu'il faut aborder à propos de la chirurgie robotique, et que nous n'avons pas du tout abordé dans le rapport, puisque l'Académie nationale de médecine travaille sur le problème de l'enseignement de la chirurgie robotique. Et Jacques Hubert va nous faire un aperçu des problèmes posés à cet enseignement. Est-ce qu'il doit être fait par les fabricants? Sûrement, en partie. C'est la notice d'emploi qu'on doit lire avant d'utiliser n'importe quel appareil et qu'on achète dans le commerce. La
formation doit-elle être faite aussi par les praticiens, bien sûr, alors les sociétés savantes, les universités. Et puis une autre question qu'on peut se poser, c'est faut-il continuer à enseigner les techniques chirurgicales n'utilisant pas ces outils quand on sait qu'on arrive à plus de 70% pour certaines opérations qui sont faites avec les appareils de chirurgie robotique. On peut se poser la question, est-ce qu'il est encore utile d'apprendre à tous nos étudiants ou faut-il simplement faire des sélections pour certains types de praticiens qui vont intervenir dans certaines régions dans notre pays ou bien dans le monde. La troisième question, c'est l'évaluation et l'apport des systèmes robotisés en tant que service rendu dans les interventions, la qualité du geste, est-ce que le temps opératoire a diminué, est-ce que la chirurgie robotique peut nous permettre d'augmenter entre guillemets la productivité du bloc opératoire qui coûte très cher. Quel est le coût de la chirurgie robotisée? Est-ce que la chirurgie robotisée est aussi un espoir pour nous pour intervenir en milieu hostile? Alors je ne parle pas des conflits, mais ça peut exister, mais par exemple les épidémies en particulier qui pourraient éventuellement bénéficier de l'utilisation de dispositifs de télémanipulateurs pour éviter d'être soumis à ces agents infectieux. Voilà les questions auxquelles on va essayer de répondre au cours de cette séance. Diapositive. Je voudrais donc faire tous mes remerciements à tous ceux qui ont participé à la rédaction de ce rapport. Donc vous pouvez voir la liste de tous les auteurs du rapport. Je voudrais en particulier remercier les scientifiques, les non-chirurgiens qui ont participé à la rédaction de ce rapport. Jean-Yves Chaplon, par exemple, bien sûr Jocelyne Trocaz qui a fait un chapitre extrêmement intéressant dans le rapport. Et puis je voudrais également remercier Hubert Joannet qui a été quand même dans la coordination de cet ouvrage extrêmement utile et très tenace vis-à-vis de tous les auteurs qui n'étaient pas tous obligatoirement dans les temps pour rendre leur manuscrit. Voilà, je vous remercie. Et donc, je laisse Richard et Hubert le soin d'appeler les différents orateurs et je vais continuer à suivre la conférence sur YouTube. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup Xavier. Et pendant qu'on va appeler donc en premier Madame Trocaz, et pendant que Madame Trocaz vient au pupitre et s'installe, à moins qu'elle soit en visioconférence, ça me permet quand même, si tu es d'accord Xavier, de faire une réflexion qui je trouve est un problème très philosophique mais qui est extrêmement important pour moi. C'est est-ce que nos techniques chirurgicales doivent s'accoutumer d'un outil ou est-ce qu'au contraire on doit demander aux spécialistes de faire des outils pour satisfaire à nos techniques chirurgicales? C'est-à-dire que si tu veux, je me suis beaucoup élevé au moment de la création de la laparoscopie, non pas comme un résistant contre la laparoscopie, mais pour dire les techniques qui avaient fait leurs preuves qui étaient bien, il fallait faire une laparoscopie mimétique. Et la difficulté qu'on avait, c'est que c'était très difficile de faire une laparoscopie mimétique. Par contre, à l'inverse, il doit y avoir des techniques qui deviennent innovantes par des outils, mais je crois que cette réflexion, finalement, qui est basée sur une idée de la marque, la fonction crée l'organe, est-ce que l'apparition d'un robot doit faire créer des nouvelles interventions? Je trouve que c'est un débat, et je pense que c'est un débat, je me tourne là ici vers Jacques Hubert et Jacques Belghiti, j'allais dire les deux Jacques de l'Assemblée. Je pense que dans la réflexion sur l'enseignement et tout, il faut rester vigilant en disant c'est pas parce
qu'on a un outil différent qu'il faut supprimer parfois une technique qui a fait ses preuves. Bon, c'est un commentaire un peu philosophique et ça nous permet d'écouter maintenant Madame Trocas. Vous êtes en ligne? Alors est-ce que pendant que Madame Trocas s'installe, il y en a un qui veut faire aussi une réflexion, un commentaire sur l'introduction de ce rapport? Non, bah écoute, Xavier, tout le monde. Le commentaire qu'on peut faire, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on est perplexe avec un bistouri. Ce qu'a évoqué Xavier Martin sur les différents agents, en fait les ultrasons, les lasers, et peut-être d'autres à venir, font que notre vision, la vision de notre métier se modifie considérablement, puisqu'on a surtout la connaissance du robot Da Vinci, qui est un télémanipulateur, mais qui fondamentalement ne change pas complètement la donne. Alors qu'il y a des agents maintenant qui vont complètement transformer notre métier, qui existent déjà, d'autres qui vont arriver. Et ça, je trouve que c'est une vision qui va être, comme l'a dit Xavier, qui est de plus en plus mini-invasive. Ça va être c'est une révolution pour notre métier. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Hubert, mais je pense qu'il faut qu'on reste très vigilant parce que j'ai vu dans ma spécialité des destructions avant d'avoir une anapath correcte. Le problème des berges en cancérologie. Donc il y a une véritable réflexion qu'il faut que des sociétés, entre guillemets, de sages, fassent bien savoir qu'il ne faut pas déroger peut-être à des règles existantes sous prétexte qu'on a un nouvel outil. C'était ça l'objet de mon commentaire. Alors, Madame Trocas, vous nous entendez ?